Et bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire sur le thème de l'intolérance alimentaire. On pourrait même dire, on était en train de discuter sur ça avec Julie, on aurait pu même dire plutôt sensibilité alimentaire ou hypersensibilité alimentaire. Est-ce un symptôme ou une cause des maladies auto-immunes? Donc on va explorer tout ça aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions ou même pour nous dire bonsoir comme Claudie. Bonsoir Claudie. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le chat. Au fur et à mesure de notre webinaire, on répondra, on essaiera de répondre au mieux à vos questions. Et si on n'a pas le temps pendant le webinaire, on répondra à la fin. Mais bienvenue, Audrey, bonsoir. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Donc, je suis ici avec Julie Coignet. Bonsoir tout le monde. Euh, Bienvenue, Julie. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Moi aussi, je suis ravie d'être là pour ce beau sujet qu'on va explorer ensemble ce soir. Voilà. Donc, Julie, qui est naturopathe et spécialisée en santé intestinale, qui a un podcast qui ne parle que de ça d'ailleurs. Donc, elle se présentera un petit peu plus en détail juste après. Mais on va pouvoir creuser dans ce sujet qui est assez vaste. On va donc explorer le topic des intolérances ou des sensibilités alimentaires et si elles sont une cause des maladies auto-immunes ou plutôt une conséquence. Par exemple, d'un déséquilibre immunitaire ou même digestif, de par les équilibres des bactéries, donc des potentiels dysbioses, de microbiote. On va creuser dans tout ça. Les points clés c'est que tout d'abord, on va définir. Alors, on a fait un webinaire là-dessus. Il y a longtemps maintenant, il y a un an. On a fait un webinaire avec Jan Steele sur notamment la différence entre les allergies, les intolérances et les sensibilités alimentaires. Mais Julie va nous reparler de tout ça, histoire de définir, de mieux comprendre. Quand on parle d'intolérance et de sensibilité, ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, c'est important de comprendre ça. On va faire le lien avec le microbiote intestinal et l'impact d'un déséquilibre ou d'une dysbiose sur la tolérance alimentaire ou sur les intolérances alimentaires, le rôle des facteurs environnementaux et cette hyperperméabilité intestinale ou le leaky gut, on entend souvent parler dire du leaky gut, et donc son lien aussi avec ces sensibilités-là. Voilà pour l'agenda. Alors, ça sera peut-être pas dans l'ordre, hein, on verra, on va picorer Non, un peu, exactement. hein, ça va se faire de manière fluide, mais on parlera de tout ça en tous les cas. Effectivement, c'est prévu. Voilà. Voilà, l'idée aujourd'hui, on va pas vous faire des slides toutes peaufinées, toutes propres. On va avoir des conversations. Je voulais que ça soit beaucoup plus fluide avec Julie. Déjà parce qu'on a beaucoup de choses en commun et je pense que de par une conversation, on va réussir à apporter beaucoup plus de valeur et de richesse à ce topic-là. Donc voilà, je voulais pas la brider dans son dans sa présentation. Faudra quand même me couper parfois, hein, si je fais trop long. On a Ouais, combien de temps? On l'a pas dit. on a une heure, Ok, ouais. ça marche. Donc petit rappel, donc bien-être auto-immune connaît un renouveau et plein de nouveautés. Je me suis associée, j'ai maintenant une cofondatrice qui s'appelle Anaïs Damour et nous avons décidé de reprendre un petit peu tout en main, de refaire tout le site internet de bien-être auto-immune et de repenser ce projet sur lequel je me dédie depuis 2 ans et demi de le repenser pour apporter encore plus de valeur et de ressources autour de cette approche naturelle des maladies auto-immunes. Et notre souhait, c'est vraiment d'être la plateforme de soutien des maladies auto-immunes et de vous transmettre les clés vers une meilleure santé. Donc on a des newsletters tous les mois, on a des webinaires 2 fois par mois avec une liste d'invités qui est extraordinaire sur 2025. Donc restez avec nous pour les prochains webinaires. Et vous avez donc un accès exclusif à la bibliothèque de BEAI que vous pouvez retrouver dans la rubrique bibliothèque sur notre site bien-être-auto-immune.com. On a aussi des e-books gratuits et puis tout un tas d'actualités sur le sujet. Vous pouvez nous retrouver, vous pouvez scanner ce QR code d'ailleurs pour vous inscrire à la newsletter et comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouveautés, des prochains webinaires, des nouveaux e-books, de absolument tout ce qu'on fait chez Bien-être Auto-Immune et vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Soutenez-nous sur tous les réseaux possibles, sur Instagram, bien-être auto-immune et bien-être auto-immune sur YouTube. Voilà, si vous n'avez pas le temps de prendre en screenshot, de prendre une capture d'écran ou une photo de ce QR code, je vous l'enverrai je vous enverrai le lien dans le chat tout à l'heure.
Et donc notre devise, notre nouvelle devise, c'est ensemble vers la santé auto-immune. Et c'est vraiment ce souhait de créer une communauté et d'être ensemble, d'apprendre des uns des autres, et puis surtout de véhiculer cette approche euh, qui en soi vient des États-Unis à la base, là où je vis et où j'ai étudié et j'ai été formée, mais qui prend de plus en plus d'ampleur en France, mais dont trop peu de personnes parlent encore. Donc c'est vraiment notre souhait, c'est de véhiculer un maximum de cette information. Et donc un petit mot sur Anaïs et moi, donc les cofondatrices de Bien-être auto-immune. On est toutes les deux diagnostiquées d'une maladie auto-immune. Très différente. Moi, c'est la spondylarthrite ankylosante et pour Anaïs, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Nous sommes tous les deux en rémission. Pour ma part, je suis en rémission depuis 5 ans et où j'ai évidemment eu un long, long parcours avant ça, fait des gros changements de mode de vie, alimentaire. Depuis, je suis devenue maman de 2 enfants et je vis je vis la vie dont j'ai toujours rêvé, que je ne pensais pas pouvoir atteindre parce qu'on m'avait dit que je finirais ma vie en fauteuil roulant et que je ne pouvais pas tomber enceinte tant que je dépendais d'un certain médicament. Et j'ai pu me défaire de tout ça et maintenant, mon souhait, c'est d'aider d'autres personnes à retrouver une vie et retrouver cet espoir. Voilà, moi je suis spécialisée en santé intestinale, comme Julie, en micronutrition. J'utilise beaucoup de tests fonctionnels aussi avec mes consultants et je vois des personnes partout dans le monde. Anaïs, c'est pareil, sauf qu'Anaïs, elle est naturopathe. Moi, je suis nutrithérapeute. Nous avons allié nos forces de naturopathes formés en France et de nutrithérapeutes formés aux US. Et donc, nous allions vraiment tout ça pour être plus forte. Voilà, un petit peu sur nous. Donc notre invitée spéciale d'aujourd'hui, c'est Julie. Et peut-être que je te laisse te présenter, ça sera plus simple. Volontiers. Bonjour à toutes, je crois que nous sommes que des toutes, si j'ai bien vu, Ah comme très ouais? souvent. Hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de tout. Ah si, 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 mais Il semblait si. avoir vu... Michel, oui, Michel, Jean-Luc, excusez-moi. ah, Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir quand on n'est pas que entre femmes. C'est un sujet qui touche tout le monde, je l'espère. Donc moi, je m'appelle Julie Coignet. Je suis spécialisée et experte maintenant en santé digestive. Je suis également naturopathe et professeure de yoga. Pour la petite histoire qui est importante quand même, je pense, pour poser un peu le contexte et que vous compreniez d'où je viens, j'ai également une maladie auto-immune. Pour le coup, la mienne, elle touche l'intestin. J'ai une rectocolite hémorragique, une RCH. C'est de la même famille que la maladie de Crohn, qui est beaucoup plus connue que la RCH, mais peu importe. J'ai été diagnostiquée en 2015 de cette pathologie, la même année, donc je ne peux pas l'oublier, que l'année où j'ai été diplômée de naturopathie. Donc, je ne me suis pas formée pour régler cette pathologie. Je venais de finir d'avoir mon diplôme et quelques mois après, j'ai eu des soucis de santé et on m'a diagnostiqué cette RCH. Donc, bien sûr, je me suis dit qu'avec mon diplôme de naturo en poche, j'allais pouvoir régler tout ça. Ça n'a pas été si simple. J'ai mis plusieurs années à débroussailler un peu tout ce qui s'offrait à moi. La naturo m'a aidée, mais pas que. J'ai dû trouver ma propre voie pour réussir également, comme toi, Laurane, à être en rémission maintenant depuis 4 ou 5 ans, je dirais, mhm, euh, grâce à, pareil, des changements d'hygiène de vie, d'alimentation, bien sûr, mais pas que, de tout un tas de choses pour réussir à vivre aujourd'hui avec cette pathologie sans traitement médical, alors que j'étais aussi vouée et destinée à prendre un traitement à vie mhm, selon la médecine classique traditionnelle. Donc aujourd'hui, forcément, j'ai eu envie de continuer, j'ai approfondi en fait pour étudier mon propre cas. Et puis à force, en voyant que ça fonctionnait sur moi, j'ai eu envie d'accompagner les personnes qui étaient dans le même cas que moi. Et plus largement, au fur et à mesure, les personnes qui avaient des troubles digestifs. Et puis de fil en aiguille, mon cheminement s'est fait pour arriver depuis quelques courtes années, on va dire 1 an ou 2, à vraiment avoir comme mission d'accompagner, de révolutionner, je dirais, la santé des femmes en particulier, mais des hommes aussi finalement. Mais bon, comme j'ai 99% de femmes, je m'adresse oui, quand même souvent aux femmes, mais les hommes ne sont pas exclus pour autant. Mais on va dire de révolutionner la santé en apportant un nouveau prisme, celui du ventre. C'est-à-dire que pour moi, quand le ventre va, tout va. C'est ce que j'aime bien exprimer parce que je trouve que ça résume très bien ma pensée. Je suis persuadée que tous les maux chroniques qu'on peut avoir ont une source, à un moment donné, une cause au niveau du ventre et du système digestif. Donc, c'est l'approche que je mets en place aujourd'hui
pour aider à régler les troubles digestifs, bien sûr, mais pas que, tous les troubles Mhm. associés qui ont pour moi quand même une cause digestive. Oui, c'est que Voilà, très souvent, c'est la cause profonde une de des causes profondes. Ouais. voilà. C'est une des causes profondes majeures, même de déséquilibres hormonaux, même Bon, de la problèmes peau, de la peau, évidemment, du la système fatigue nerveux. chronique, les Ouais, maladies auto-immunes, bien sûr, on en parle. ouais. Comme tu disais, les dérèglements hormonaux, les problèmes donc immunitaires, enfin, Mm, tous les problèmes qu'on a chroniques comme ça, qui ne nécessitent pas un traitement médical absolu, mm, ont pour moi, hein, maintenant, avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai, toujours une cause au niveau du digestif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aborder la santé par ce prisme-là, du ventre, ouais. et donc de me focaliser sur l'approche. Donc je commence toujours par regarder le ventre, quel que soit le sujet pour lequel on vient me consulter. Et c'est pour Mm, ça que j'affine au fur et à mesure tous mes propos et toutes mes connaissances grâce aux nombreuses personnes que je suis depuis de nombreuses années maintenant, soit en visio, un peu partout aussi en France, hein, quelques fois à l'étranger, mais plutôt en France, ou en consultation au cabinet à côté de Montpellier. J'ai un cabinet dans lequel je reçois. Et puis des programmes en ligne, un gros programme qui va arriver dans quelques mois, dans quelques semaines, pardon. Donc, Ah, super. écoute, voilà, un programme plus global justement qui ne parle pas que de troubles digestifs, mais de cette approche de la santé par le ventre. Donc, ça va être Mhm. un programme très complet, hyper intéressant que je suis en train de Ouais. peaufiner. Et puis, je donne aussi des cours de yoga parce que on parle de l'alimentation du ventre, mais qu'est-ce qui impacte le ventre? On en reparlera, mais le stress aussi est très impactant Ouais. sur toute pathologie chronique. Donc, à un moment donné, je me suis demandé comment je pouvais aider encore un peu plus les personnes que j'accompagnais. Et le yoga m'a paru être quelque chose d'assez Mm. global et moi, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup servi. Donc, voilà, je me suis formée et j'accompagne aussi maintenant avec le yoga. Je suis aussi C'est trop maman de bien. 2 enfants et je vis Ouais. dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Super. Que j'ai eu le plaisir de rencontrer par téléphone, tes Oui, deux c'est enfants la vrai, dernière fois. c'est vrai. On sortait de l'entraînement de rugby. Voilà. Ouais, à la C'était vie de maman, chaotique, mais bah, on c'est vrai. court partout, hein. Voilà, Où est-ce que les casquette. gens peuvent te trouver sur Instagram et sur ton site internet? Exactement, j'ai, on va dire, trois moyens principaux si vous voulez me retrouver. Le premier, c'est le podcast. J'ai un gros podcast sur lequel je parle beaucoup donc de la santé par le ventre, des liens entre le ventre et les différentes pathologies, des troubles digestifs, de toute cette approche holistique que je propose qui s'appelle Quinoa avec un K. Mhm. Je publie je sors un nouvel épisode tous les jeudis toutes les semaines Mhm. depuis maintenant 3 ans. Ensuite, j'ai une newsletter que j'envoie également une fois par semaine le jeudi, que vous pouvez retrouver sur mon site ou dans ma bio Insta. Pour vous inscrire, vous retrouverez le lien. Et puis sur Instagram, où je suis aussi assez présente. C'est quoi ton Et site et ton mon Instagram? Parce Insta- que du coup, je ne l'ai pas noté. pardon, c'est tout pareil, c'est mon nom. Donc mon Instagram, c'est @juliecoignet et mon site, c'est www.juliecoignet.com. Donc Voilà, si vous avez parfait. mon nom, vous pouvez tout retrouver. Voilà. Tant qu'on a Voilà. Et retenu ton nom, retenez c'est que c'est bon. quinoa avec un K pour le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Parfait. Super. Qui est un super podcast d'ailleurs. Euh, Merci. ouais, bah, avec beaucoup, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les intolérances ou les sensibilités alimentaires et de comprendre un petit peu, déjà d'avoir une compréhension de quelles sont ces différentes terminologies qui au final sont complètement différentes entre l'allergie, l'intolérance, les sensibilités. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais. Alors effectivement, on fait souvent l'amalgame et moi aussi, donc je m'en excuse par avance parce que c'est devenu tellement commun de parler d'intolérance à la place de sensibilité, comme on disait, ou d'hypersensibilité, que ça peut m'arriver aussi pendant le webinaire de dire intolérance au lieu de... Je vais essayer de faire attention forcément quand même puisque Oui. je précise, mais voilà, c'est très courant. En fait, il faut distinguer les allergies, des intolérances et des sensibilités. Donc je vais pas vous faire tout un cours, je vais essayer d'être assez bref quand même, mais... Les allergies alimentaires, en fait, c'est une réponse du système immunitaire qui considère un aliment comme un danger. Ça survient en général de manière assez excessive quand on est allergique aux arachides, quand on est allergique aux fruits à coque, aux œufs, à je ne sais quoi. On réagit assez vite, on gonfle, on a de l'urticaire, ça démange. C'est en fait une réaction excessive et inappropriée du système immunitaire.
Ouais. Et Voilà, c'est un type de globule blanc qui est en c'est charge de ça. exactement les IgE, c'est un type Ouais. d'anticorps qui répond et qui Anticorps. Ok. réagit à ces allergies. Ouais. Ensuite, on va trouver l'intolérance. C'est un peu le nom maintenant vulgarisé qu'on utilise un peu pour tout mettre en fait, sauf Mm. que c'est un peu différent et c'est d'ailleurs la seule forme qui n'est pas liée avec le système immunitaire. L'intolérance alimentaire, c'est un peu différent. C'est en fait une incapacité du corps à digérer ou à métaboliser certains composants. Mais elle implique pas le système immunitaire, elle est plutôt liée à un déficit enzymatique, comme par exemple, ça va vous parler, on en parlait tout à l'heure, l'intolérance au lactose. Là, on est dans un vrai cas souvent d'intolérance. Ça veut dire qu'on a une carence en lactase, qui est l'enzyme censée nous aider à digérer le lactose des produits laitiers. Si on a ce déficit qu'on a beaucoup dans les pays occidentaux, hein, on a très souvent à partir de 4 5 ans, on n'a plus ou on perd cette enzyme digestive, on digère moins bien la lactase. Donc le lactose non digéré va fermenter dans le côlon, va causer des gaz, des ballonnements, des diarrhées et des inconforts et on va dire je suis intolérante au lactose. On est dans ce cas dans un déficit, on n'a pas l'enzyme qui nous permet de bien digérer le lactose. Ça peut aussi être une accumulation de substances toxiques, comme par exemple l'intolérance pour le coup à l'histamine, dont on commence à parler aussi un peu Mm. plus, qui est Oui. présente dans les fromages, les poissons fumés, les choses comme ça. Et l'organisme a parfois du mal à dégrader l'histamine. On va avoir des maux de tête, des rougeurs. Et en fait, c'est la même chose, c'est l'accumulation en fait de l'histamine qui fait, enfin la consommation importante de produits qui contiennent de l'histamine qui font qu'à un moment donné, le corps, il n'arrive plus à le supporter, il devient intolérant parce qu'il y en a trop. Donc soit on a un déficit enzymatique, soit on a une accumulation de substances toxiques pour le corps. Donc ça, c'est l'intolérance. Et juste, je Euh, tiens à dire que l'intolérance aux histamines, j'ai fait un webinaire avec Michaela Formis qui est spécialisée là-dedans, dans tout ce qui est activation mastocytaire et intolérance à l'histamine. On a fait un webinaire là-dessus qui rentre beaucoup dans les détails, alors accrochez-vous, mais c'est vraiment des c'est super... important aujourd'hui. Ouais. Ouais, et c'est très complexe, c'est très compliqué ce rapport à l'intolérance à l'histamine, mais tu fais bien d'en parler. Voilà. Là, on est encore dans un cas d'intolérance. Donc, il n'y a pas Ouais. d'implication du système immunitaire et les symptômes ne sont pas immédiats. C'est des symptômes qui sont différés quelques heures après l'ingestion. Donc, voilà, c'est un peu différent de l'allergie. Ensuite, et donc la troisième catégorie, celle dont on va finalement le plus parler ce soir, c'est la sensibilité alimentaire. Là, le système immunitaire, il est concerné. C'est un autre type d'anticorps qui va réagir. C'est plus les IgE, mais c'est les IgG. Et on va avoir une réponse retardée à certains aliments. C'est-à-dire que c'est pas non plus immédiat, mais ça va quand même impliquer le système immunitaire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la sensibilité alimentaire, elle est souvent liée à une inflammation de bas grade, une inflammation du corps, et donc à une réponse de ces anticorps. Et c'est là qu'intervient la perméabilité intestinale, le leaky gut, etc., que je peux expliquer dès maintenant ou que je Mhm. peux, si tu veux, plus tard, parce qu'on l'avait mis après, mais c'est pour ça que tout s'imbrique Explique-le en maintenant parce que ça, ouais, je pense que ça va éclairer cohérent que ça beaucoup de se, choses. hein, voilà, que je Ouais. l'explique, je pense. Donc, c'est le fonctionnement en fait de la sensibilité alimentaire. Elle vient très souvent d'une barrière intestinale. Moi, j'explique souvent en consultation. J'essaye toujours de me dire que je parle à des enfants en fait pour Ouais. simplifier. C'est ce que je fais aussi sur le podcast. Donc, on va dire que l'intestin c'est un tuyau. Et que ce tuyau, les parois de ce tuyau, c'est ce qu'on appelle la barrière intestinale, c'est ce qui protège l'intestin du reste du corps. Elle est censée être avec des jonctions serrées. Donc normalement, ne passe à travers cette paroi intestinale pour aller dans le sang que les bons nutriments de ce qu'on a mangé. Le problème est que parfois, quand on en parlera après, pour plein de raisons, cette paroi, elle vient à se fragiliser. Eh bien, c'est comme les mailles d'un tricot qu'on est en train de faire. Les parois, elles vont s'élargir. Ça devient une passoire en fait. Et il y a plein de choses qui vont passer à travers cette paroi intestinale qui ne devraient pas passer. C'est pas pour autant des choses qui sont dangereuses comme des virus ou des bactéries. Ça peut être juste des morceaux d'aliments un peu gros qui sont mal mastiqués, mal digérés au préalable, Décomposé, qui, ouais. voilà, mal décomposés, qui vont se retrouver dans le sang et qui vont, pour le système immunitaire, être comme si c'était des virus ou des bactéries. Donc lui, il se dit, il y a un intrus. Il fait pas la différence. Est-ce que c'est dangereux pour nous? Est-ce que c'est pas dangereux? Pour lui, ça n'a rien à faire là. Donc, il s'excite et il part au combat. Et il se dit, c'est pas normal que ce soit là.
Donc ça excite le système immunitaire et sa réponse au système immunitaire pour se défendre, c'est de créer de l'inflammation. Donc ça entretient en fait ce procédé et donc on est de plus en plus sensible à des aliments à cause de ça, puisqu'en fait ça vient stimuler, encore une fois, de manière excessive le système immunitaire, mais face à des choses qui sont pas forcément dangereuses, mais qui pour lui sont considérés comme des intrus. Et donc, c'est ce phénomène, en fait, qui fait que ça entretient l'inflammation, qui entretient la sensibilité alimentaire, qui entretient la perméabilité intestinale, etc. Et que c'est un cercle vicieux. En fait, Ouais. le système immunitaire, il est sollicité pour rien, il s'emballe, et à force de s'emballer, bah, il fait plus la différence entre ce qui est à nous, pas à nous, et on arrive à des maladies auto-immunes, il commence à s'emballer aussi face à des choses qui lui appartiennent, d'où l'auto-immunité. Ouais. Et donc ce phénomène, il y a plusieurs phénomènes, mais ce phénomène dont on parle pas mal, qui revient dans les webinaires de bien-être auto-immune, c'est le mimétisme moléculaire. Quand il y a par exemple cette protéine du gluten, la gliadine, qui passe à travers la paroi intestinale qui n'est pas censée passer de manière intacte, elle va avoir une structure tellement similaire à certaines cellules du corps. Quand on a cette prédisposition génétique et le terrain, par exemple, pour une thyroïdite d'Hashimoto, là, on a vraiment trouvé un lien direct entre la gliadine, donc le gluten, et le processus d'auto-immunité qui s'enclenche contre la thyroïde, parce que ces cellules sont tellement similaires que le corps pense que la thyroïde, c'est la même chose que le gluten, c'est la même chose que la thyroïde, et donc à chaque fois qu'on va en manger, il va y avoir une recrudescence et une crise en plus. Bon, il se trouve que c'est pas aussi simple que ça, juste d'arrêter d'en manger et d'un coup tout va mieux et tout est passé, parce qu'une fois que le Et oui, une fois que processus c'est emballé, d'auto-immunité, voilà, une fois que c'est emballé, une fois que c'est enclenché, c'est très difficile à faire machine arrière et une fois que le corps a appris, disons il a acquis ce manuel, il a appris à générer ses auto-anticorps, il peut très facilement, il peut pas le désapprendre. Et donc, il peut très facilement retomber dedans. Donc, c'est pour ça que c'est un entretien d'une vie. Moi, je préfère ça plutôt que de prendre des médicaments à vie. Ça reste un entretien. bien sûr. Mais en tous les cas, il y a une option autre que les médicaments. On peut entretenir, Complètement. voilà, et on peut quand même limiter grandement les Ouais, conséquences de tout ça. Mais voilà, ouais, donc c'était pour expliquer un petit peu les différences, parce qu'on met souvent un peu tout dans le même sac et on ne sait pas toujours très bien comment différencier. Et je pense que c'était important de poser les bases aussi oui. avant d'aller peut-être un petit peu plus loin sur les Ouais. causes, etc. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on va plus parler des sensibilités Ah, alimentaires, puisque c'est elles qui rentrent en jeu dans ce rapport de soit cause, soit conséquence. On va en parler, mais de rapport avec l'auto-immunité. C'est vraiment, et c'est terrible parce que les sensibilités alimentaires sont très souvent euh, toutes cachées. Elles vont chuchoter, en fait. C'est pas comme une allergie où là, c'est le corps qui crie où on a des plaques rouges, on peut avoir des œdèmes, des choses. Là, ça peut prendre jusqu'à 72 heures avant d'avoir une réaction et ça peut être une réaction très légère et si légère que on ne le voit pas passer, surtout qu'on nous apprend c'est ça, à mettre à des couvercles, à voilà, passer potentiellement. à ignorer notre corps et nos symptômes. Donc, c'est vrai que très souvent, on les voit pas et c'est le danger. Et moi, je trouve que les sensibilités alimentaires sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles sont silencieuses et qu'on peut en avoir pendant des années, des années, des années. Ça s'accumule et après, une fois que c'est enclenché, c'est compliqué de faire marche arrière. Et c'est lié avec l'inflammation de bas grade, en fait. C'est-à-dire que ça entretient cette inflammation de bas grade qui va Ouais. venir petit à petit perturber le fonctionnement de certains organes, après en fonction de la génétique, de nos sensibilités personnelles. Chez Ouais. certains, comme tu disais, ça va être la thyroïde. Pour moi, ça a été l'intestin. Mais après, Mhm. en fonction des cas, ça c'est... Mais c'est le même procédé finalement pour toutes ces pathologies-là. C'est Ouais. plus ou moins le même procédé. Donc finalement, c'est cette inflammation de bas grade causée par ces sensibilités qu'on n'a pas écoutées et pas que, hein, c'est pas la seule cause, on va voir après, hein, cause, symptôme, je garde le suspense hein, jusqu'à la fin, mais en tous les cas, c'est une des causes, mais c'est pas la seule, qui entretient tout ça jusqu'à ce que le corps, à un moment donné, parle un peu plus fort et nous dise, bon, là, ça fait des années que j'entretiens cette inflammation, voilà, maintenant je m'emballe, je me retourne contre moi-même, il va falloir faire Ouais. quelque chose, il faut changer. Exactement. Et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que tu peux juste expliquer ce que tu veux dire par inflammation de bas grade, parce que je pense que ça peut aiguiller certaines personnes vers des signaux donc inflammatoires, des problèmes d'inflammation qui pourraient
ensuite se transformer en quelque chose d'un peu plus gros, si ce sont des personnes qui ont des maladies auto-immunes dans leur famille, ou même juste de comprendre leur propre parcours. Moi, c'est une fois que j'ai compris tout ça, je me suis dit, ah non, mais en fait, j'avais des années et des années d'inflammation chronique que je n'écoutais pas. Eh oui, Je eh oui. n'avais pas du tout vu, et si j'avais su ça avant, ben, je pense que je serais pas tombée malade. Donc peut-être que tu peux nous expliquer un peu. Ouais, en fait, c'est un petit, alors que comment je pourrais peut-être donner une image, c'est comme un feu de braise en fait. C'est un peu comme des braises, c'est-à-dire que c'est pas les grosses flammes qu'on entend, c'est pas l'inflammation aiguë. Bon, on s'est fait mal, on s'est cassé quelque chose, ça devient rouge, ça brûle. C'est une inflammation. Celle-ci, elle est aiguë. L'inflammation de Bagrade, c'est plus, comme tu disais, Ouais. euh, c'est plus vicieux. C'est-à-dire que c'est un petit feu qui en permanence est entretenu dans le corps, à l'inverse donc de la grosse flamme visible. Et en fait, ça vient de plein de facteurs, ce feu. Il est entretenu par une alimentation inadaptée, par du stress, par des perturbations émotionnelles, par un manque de sommeil, enfin par tous les piliers finalement de santé, hein, dont on va parler après, Mhm. mais que je cite déjà ici. Ouais. Et donc, à force, eh ben, ce feu intérieur, il va abîmer nos cellules et il peut être à l'origine de tout un tas de pathologies, de troubles digestifs, d'inflammations un peu plus importantes et douloureuses qu'on va entendre. Mais au Ouais. préalable, on les entend pas toujours et des fois, les premiers signes, ça peut être une fatigue persistante, par exemple, une fatigue chronique. On comprend pas pourquoi, on dort, on fait tout ce qu'il faut et on est tout le temps fatigué. L'inflammation, Mhm. ça prend de l'énergie puisque le corps, il lutte quand il est en inflammation, il lutte. Donc ça veut dire que Mhm. ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc cette fatigue, ce brouillard mental, des douleurs qui sont un peu diffuses, qui sont pas fortes, mais qui sont diffuses, Ouais. des premiers troubles digestifs, une prise de poids inexpliquée, des premiers petites rougeurs, des premières petites rougeurs. En fait, c'est les prémices, quoi. Cette inflammation de bas grade, des Ouais. déséquilibres hormonaux, voilà, tout ça, Ouais. c'est les premiers signes qu'on n'écoute souvent pas en se disant non mais tout le monde a mal au ventre après avoir un peu trop mangé, c'est pas grave. Chez moi, tout le monde a le ventre gonflé, c'est héréditaire. Ouais. J'ai une mauvaise peau, mais c'est parce que je vis à Paris et que avec la pollution, c'est normal dans le métro, etc. Bon, j'ai des rougeurs, c'est pas bien grave. Enfin, plein de petites choses qu'on laisse. Je suis fatiguée, c'est normal. Je travaille, j'ai des enfants, j'ai plein de passions. Je suis fatiguée, mais comme tout le monde, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on Ouais. n'écoute pas forcément jusqu'à ce que, parce que le corps, il a toujours le dernier mot et il parle de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'entende, jusqu'à ce qu'on ait une pathologie un peu plus invalidante, on va dire, qui nous oblige à nous poser des questions. Parfois, ça met Ouais. du temps, hein, Et mais il y c'est avait déjà dommage. des petits signes. À chaque fois qu'on refait l'historique des gens, moi je le vois en consultation, je remonte jusqu'à l'enfance, hein, même jusqu'à la grossesse parfois de la maman, on se rend compte qu'il y avait toujours quand même des petites choses déjà qui commençaient à indiquer, mais qu'on a mises de côté parce que, comme tu disais, on n'est pas forcément tous très élevés ou éduqués à s'écouter et à écouter les signaux que notre corps nous envoie. Ce qui est dommage parce qu'on pourrait éteindre le feu bien avant que les flammes s'embrasent. Exactement, ouais. Et c'est vrai que moi, je me reconnais beaucoup quand tu as dit, voilà, c'est de famille, on est comme ça. Moi, ça a toujours On été les entend ça. conversations que j'ai eues avec ma mère. C'est comme ça, on est toutes cassées de l'intérieur. Tu es comme maman, tu es toute cassée de l'intérieur. Ah, Et voilà. petite, moi, j'avais beaucoup de soucis digestifs. J'avais des spasmes en hurler la nuit, des douleurs, des crampes et des fortes diarrhées assez constantes. Et c'était normal, parce que ma mère avait la même chose. Et voilà. Et les douleurs Ah, tu peux- migrantes, c'est pareil. Ma mère a été diagnostiquée aussi d'une spondylarthrite, mais juste avant moi, ce qui m'a, moi, bah, vachement aidé dans mon diagnostic. Mais elle a mis 30 ans avant d'avoir ce diagnostic. Donc pendant 30 ans, elle était toute cassée de l'intérieur. Et je pense que, enfin, moi, personnellement, je me suis enfermée là-dedans. Je me suis fait un petit peu mon petit cocon dans, bah, c'est comme ça, y a rien à faire. Et la Et plupart sans des gens chercher font ça, plus hein. loin. La Oui, plupart des gens font ça, hein. Tout le monde me dit, mais moi j'ai le ventre gonflé, mais bon, c'est héréditaire. Je fais de la tension, de l'hypertension, c'est héréditaire. La plupart, parce que ça nous arrange aussi, je pense, d'un certain Mm. côté, parce que ça nous évite de nous remettre en question Bien et sûr, qu'on n'est pas du tout dans un système de santé qui nous met au centre de notre santé, qui bien nous sûr. rend autonomes et qui nous donne le pouvoir sur la santé. On est dans un système de santé où quand on a quelque chose, on prend un médicament, on va voir quelqu'un, on éteint, Ferme. on met un couvercle et puis on passe à autre chose.
Donc, Ouais. on n'est pas du tout dans cette approche d'écoute, d'ouverture vers peut-être que ce que je fais dans mon quotidien n'est pas favorable pour moi. On n'est pas dans cette approche-là. C'est bien malheureux parce qu'avec le trou de la Sécu, on pourrait les aider, nous, quand même, à régler quelques petites. J'ai vu passer un truc, je digresse 2 secondes, mais c'était quand même assez marrant. Sur Instagram, hier ou avant-hier, j'ai vu passer un petit tableau avec le coût j'ai pas retenu les chiffres, mais des principales pathologies, genre combien coûte quelqu'un qui a justement je sais pas, Diabète, obésité. diabète, exactement, Ouais, voilà, combien ça coûte à l'État en fait, parce qu'en plus on paye pas, donc on se rend pas non, compte du tout. Et ouais, c'était hallucinant les chiffres ouais. sur une année, sur 10 ans, du coût de la personne. C'était peut-être 80 000 € sur 10 ans, la personne qui a du diabète. Donc à un moment donné, j'ai Terrible. regardé ça, je me suis dit, mais pourquoi ils se disent pas qu'on pourrait, en anticipant quand même, Ouais. faire des économies, que ça pourrait être une voie possible? C'est quand Bah même oui. fou. Je pense que la médecine préventive, elle a vraiment toute sa place aujourd'hui. Ah, elle a un bel avenir. Ça commence, mais elle a un bel Oui, avenir. Ouais. ouais, Bon, ça bref. commence. Bon, ouais, mais c'est super intéressant. Mais nous, moi, je suis côté États-Unis, donc ça coûte pas tant que ça au. Moi, c'est l'inverse, ça coûte pas tant que ça à l'État, mais ça renfloue les caisses des gros laboratoires. Ouais. Et donc, il y a des posts comme ça qui circulent, ou Mais des est-ce que pour rapports. autant les gens, du coup, font plus attention ou pas du tout? Bah, parce qu'ils payent pour le coup chez toi. C'est terrible. En fait, aux États-Unis, c'est vraiment les extrêmes. Donc, c'est l'extrême mauvaise où on a des taux d'obésité records de tout le monde entier, de maladies cardiovasculaires, de cancers, de vraiment tout. Parce que bah, la malbouffe est très présente, mais il y a aussi cet extrême. Et moi, je vis dans cette bulle à San Francisco, dans la Silicon Valley. Enfin, toute la Californie, c'est un petit peu ça, mais il y a des bulles New York, Californie. Bon, quelques mini-bulles dans le centre des US, mais où là, c'est des health geeks, quoi, des health freaks, où les personnes mangent extrêmement sainement. Bah, du coup, moi aussi, hein, moi, je fais partie de ces personnes-là. Mais donc, il y a des extrêmes, donc je pense que c'est en train de rattraper un petit peu. Mais nous, c'est plus le problème de l'éthique, des lobbies, de Big Pharma, des gros laboratoires. C'est Et le surtout fait que ça. les gens payent leurs frais de santé, ça n'influe pas finalement sur le fait qu'ils prennent plus soin d'eux, d'après ce que tu me dis. Non, et c'est presque l'inverse. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils veulent pas aller à l'hôpital parce que ça coûte des milliers et des Eh milliers oui. de dollars. Enfin, ouais, moi j'ai dû aller aux urgences pour ma fille, j'en ai eu pour 2500 $. Donc, non, c'est terrible aux US, le Ça système est change très mal pas, foutu. Donc, c'est pas ça mieux. change pas le Mais fonctionnement. Ouais. d'un point de vue mentalité, les gens ont plus tendance à payer pour la santé alternative D'accord. par Du coup, rapport quand à même. la France. Bon, on Ouais. diverge aussi, Ouais, ok. mais voilà. Donc, on en était où? On parlait donc de cette définition. Ouais, peut-être qu'on peut faire le lien un peu entre la dysbiose et la Ouais. perméabilité intestinale, tu vois, expliquer un peu du coup comment les deux sont liés, peut-être expliquer ce que c'est. Ouais. Donc, vous Oui, avez bah, compris. juste pour reprendre, on a bien compris, la perméabilité intestinale, ce leaky gut, est très liée à ses sensibilités alimentaires. Cette C'est ça. inflammation de bas grade va aussi influencer cette sensibilité alimentaire et cette inflammation, elle est nourrie ou elle est engendrée par ce leaky gut. Pas que, mais en tout cas en grande partie. Donc on a compris ça. Maintenant, explorons qu'est-ce qui fait qu'on développe une hyperperméabilité intestinale. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs hein, qui vont avoir un impact sur notre hypersensibilité alimentaire et donc sur cette perméabilité de l'intestin. Mhm. Euh, Bien évidemment, l'alimentation, on ne peut pas le lier, même si en France encore, les gastros ne font pas de lien quand on va les voir entre les troubles digestifs et ce qu'on mange. Bon, bref, je pense quand même que c'est du bon Logique. sens de dire que ce qu'on met dans sa bouche a forcément quand même un lien avec nos soucis digestifs. Donc, l'alimentation, le fait qu'il y ait beaucoup d'additifs, de pesticides, les graisses qui sont trans, tout ça, c'est déclencheur d'inflammation pour le corps. Les carences aussi, certaines carences vont avoir aussi un impact puisque cette barrière intestinale, elle se nourrit en fait de certaines protéines, de certains minéraux dont elle a besoin pour rester en bonne santé. Si on ne les apporte pas suffisamment par l'alimentation, eh bien, elle va aussi se détériorer. Mhm. On va avoir aussi les médicaments.
les antibiotiques qui vont venir détruire la diversité du microbiote, les anti-inflammatoires qui vont avoir aussi un impact. On va avoir Ouais. aussi le stress chronique. Et juste par Euh, rapport aux médicaments, on a aussi trouvé un lien avec les antidépresseurs et leur fonction sur les jonctions serrées entre les cellules épithéliales. Donc il y a de plus en plus de médicaments où on découvre ce lien avec ouais, cette perméabilité intestinale, soit parce que comme les antibiotiques, ils vont affecter le microbiote, tu vas l'expliquer après, mais ils vont affecter le microbiote et ça peut avoir des impacts, mais aussi des médicaments qui vont directement. mécaniquement venir ouvrir de force ces jonctions serrées pour faire créer des micro-ouvertures, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait de plus en plus le lien aussi entre l'intestin et la dépression, en fait, hein, que le Ouais, lien, il y a de plus en plus d'études qui montrent ça, que ouais, le microbiote des gens qui sont en dépression est hyper déséquilibré. Donc complètement. après on a aussi, et je vais finir par le microbiote, hein, mais avant ça, on a aussi le stress, j'en ai déjà un Ouais. petit peu parlé, mais le stress chronique a un impact non négligeable sur le microbiote et la perméabilité intestinale. Mais pour donner un exemple concret, le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est sécrétée quand on est dans un état de stress, elle participe à diminuer la production de mucus. Et le mucus, c'est lui qui protège l'intestin et cette paroi intestinale. Donc en fait, il y a vraiment, comme tu disais tout à l'heure avec les antidépresseurs, là, il y a un lien de cause à effet qui est direct en fait. Au-delà du fait que le stress crée de l'inflammation, et vous avez compris que cette inflammation, elle intervient dans ce cercle vicieux, mais avec aussi l'hormone en tant que telle du cortisol, plus il y a de cortisol, plus ça va diminuer la production du mucus qui lui est en charge de protéger la barrière intestinale et l'intérieur de l'intestin. Donc voilà, il y a plein de liens en fait, c'est cet axe intestin-cerveau, il y a des liens quand même qui se font avec tout en permanence. Et donc ce fameux microbiote qui se trouve dans l'intestin, qui forcément, quand lui, il va être déséquilibré, bah en fait, comme c'est le petit monde qui vit le plus proche de la paroi intestinale, on va dire, Mm. si lui, il est déséquilibré, eh bien, les bactéries qui sont bonnes, elles vont peut-être pas être suffisantes. Celles qui sont pas terribles, elles vont peut-être être en plus grande quantité. Et ce déséquilibre qui peut venir encore une fois de l'alimentation inadaptée, du stress ou des médicaments. Donc ça peut Mhm. avoir un lien direct, mais ça peut avoir un lien indirect en passant par la dysbiose intestinale. Ce Mm. déséquilibre va fragiliser la barrière intestinale qui est censée être bien étanche et donc qui va devenir du coup inflammée, perturbée parce que le milieu intérieur, en fait, est lui-même perturbé et inflammé. Ouais, faut savoir que j'adore cette stat, parce que je trouve que c'est très parlant, mais on a 10 fois plus de bactéries dans nos intestins que de cellules dans notre corps. Donc on est 10 fois plus bactéries que de Ouais, cellules. c'est Je vrai. trouve que ça en dit beaucoup. Alors évidemment, elles n'ont pas la même taille, mais ça en dit Ouais. beaucoup. Non, mais on est fait de bactéries, en fait. C'est ça que ça veut Exactement. dire. Et, ouais. Et pardon, j'ai dit intestin, c'est pas vrai, ce n'est pas intestin, c'est sur et dans notre corps. Parce que on a notre microbiote de la peau, buccale, des poumons, des intestins, enfin voilà, on a des bactéries qui vivent absolument partout sur nous, on est complètement dépendant de ces bactéries et l'équilibre de ces bactéries va avoir un impact sur notre santé globale. T'en as parlé, même avec les problèmes de dépression ou d'humeur, il y a 90% de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur super important pour être quand même heureux et de bonne humeur. C'est pas le seul, mais 90% est sécrété par les bactéries. C'est même pas sécrété dans notre corps, ça vient pas d'extérieur, c'est sécrété par nos bactéries. Donc on a beaucoup de vitamine D qui sont de vitamines, pardon, dont la D, la K, qui sont synthétisées par ces bactéries. Elles sont cruciales. Donc oui, elles aident aussi à protéger et à être cette première ligne de défense, comme tu disais, pour de protéger la paroi intestinale, mais en fait, on dépend d'eux pour vivre et pour survivre. Vraiment, elles vont aider à dégrader les aliments, à digérer. Elles ont Elles ont beaucoup de... mauvais, elles ont mauvaise presse souvent. On se dit bactéries, ça a Ouais, plutôt une connotation négative dans l'esprit des gens. c'est Alors vrai. qu'il existe plein de bonnes bactéries que justement on doit nourrir correctement pour que Voilà. tout fonctionne
bien, comme tu disais, pour que ça permette de finir de dégrader certaines fibres, que, voilà, que ça participe à la synthèse de plein de neurotransmetteurs. Une grande partie de l'immunité se trouve aussi dans ce microbiote, hein. Donc les cellules immunitaires, elles sont aussi là. Donc en fait, le microbiote, il intervient, et c'est pour ça que pour moi, c'est le nerf de la guerre. Il Mhm. intervient dans l'équilibre global finalement de la santé et du corps humain. Donc, Ouais. on résume les principales causes de l'intestin, de l'hyperperméabilité intestinale, de l'intestin poreux, merci. L'alimentation, donc l'alimentation déséquilibrée, indigeste, l'alimentation moderne avec beaucoup de graisses saturées, des produits transformés, avec des excès de produits laitiers, de gluten, tout ça va contribuer à l'inflammation et à l'altération de cette muqueuse. Le stress chronique, comme on a vu, qui va aussi à la fois perturber le microbiote et donc augmenter la perméabilité intestinale. La dysbiose, donc ce déséquilibre au niveau des bactéries, qui va entraîner des dommages de la paroi. Les médicaments, on en a parlé. Et puis, il y a aussi d'autres petites choses qui peuvent intervenir dans et dont il faut prendre soin et qui peuvent avoir un impact aussi sur la muqueuse. C'est le sport intensif. Le sport Ouais. intensif qui va créer de l'inflammation, les exercices prolongés qui peuvent gérer un stress oxydatif et une inflammation intestinale vont aussi favoriser l'hyperperméabilité. Et ça, c'est Mhm. pareil, c'est des choses, souvent quand j'en parle, les gens sont assez étonnés. On pense un peu comme avec les fibres qu'on peut en manger à volonté, que les fruits et légumes c'est tellement sain on peut en manger, on peut manger que ça et tout ira bien. Sauf que non, l'excès de fibres c'est pas terrible non plus. Le Non. sport c'est pareil. On a tendance Ouais. à penser qu'on peut en faire que plus on en fait mieux c'est au final, Mhm. alors que les sports longs, prolongés ou de force vont en fait venir créer des inflammations intestinales parce que le sang ne va plus au bout d'un certain temps, ne va plus au bout d'un certain temps d'effort, ne va plus irriguer l'intestin correctement, donc il va manquer d'oxygène de l'intestin, et donc ça va le mettre en souffrance et ça peut venir le fragiliser aussi. Ouais. Donc Et très souvent, c'est des diarrhées. On a dans les marathoniens, pendant des marathons, ouais. ouais, on a un terme aux US, enfin en anglais, on dit the runner's runs, parce que les runs, c'est la diarrhée. Donc, when you have the runner's runs, c'est quand tu as, ouais, La la diarrhée diarrhée du des sport, quoi. marathoniens, quoi, Ouais. la diarrhée Ah oui. c'est très courant. Moi, j'ai accompagné pas mal de trailers, de Ouais. triathlètes et tout. Et il y en a beaucoup qui ont ce souci-là. Et après, bah, ils subissent les conséquences aussi. C'est-à-dire que ça se déclenche dans ces moments-là parce qu'ils avaient aussi une fragilité peut-être plus qu'un autre coureur, hein. C'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Mais on remarque que même sur un intestin sain, il y a quand même ce processus. Donc après, en fonction de la fragilité qu'on a au niveau de cet organe, eh ben, ça va être plus ou moins Mhm. pénalisant pour la suite. Ouais. Est-ce que à ça, on pourrait rajouter ce qui va impacter le microbiote et ce qui va impacter l'intestin poreux, c'est les infections aussi. Oui, Les infections aux bactéries, aux virus, même bien aux sûr. parasites. Ça Tout va à fait. avoir des effets assez directs sur la paroi intestinale. Ouais. Ouais, tout à fait, puisque le corps, il est stimulé, le système immunitaire, il est stimulé, et donc ça va créer, en fait, ça va entretenir, en fait, ce Mhm. combat et cette inflammation de bas grade dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais, et c'est quelque chose, moi je suis toujours assez étonnée, enfin plus maintenant, mais au début je me disais, ah oui, mais en fait ça concerne beaucoup plus de gens qu'on ne le croit, parce que je fais beaucoup de tests de microbiote, donc de tests de prélèvement de sel, donc pas que microbiote, on regarde toute la fonction digestive, on regarde tous les pathogènes et tout, et donc c'est un test assez complet et qui regarde beaucoup de parasites aussi, des protozoa, alors le plus souvent c'est des protozoa, c'est des types de parasites unicellulaires, mais en fait, ça concerne énormément de personnes et je retrouve tellement de gens qui ont des symptômes digestifs qui pourraient faire croire on va toujours vers la candidose assez rapidement, mais qui pourraient faire croire à une candidose, qui pourraient faire croire, bon, bah, une inflammation. Mais alors oui, il y a une inflammation, mais en réalité, très La souvent, la cause, cause, ailleurs. c'est ce parasite. Et donc, une fois qu'on éradique ce parasite, et ben là, les choses rentrent. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on est en rémission de notre maladie auto-immune. Mais en tout cas, d'un point de vue santé intestinale, moi, je trouve que c'est une des choses les plus transformatives. Pardon. Ouais, ok. Ouais, flagrante, ouais. Juste, parce qu'on c'est par rapport à la thématique juste avant, on parlait des sensibilités, des intolérances, et j'ai quelqu'un dans le chat qui me demandait, est-ce que... et je pense que ça va intéresser plus d'une personne. C'est par rapport au lactose, Julie. Donc,
C'est pour ça que je veux en parler. Elle me demandait, je retrouve pas la question. En gros, c'était est-ce que les maladies auto-immunes sont liées et aux intolérances et aux sensibilités et à la perméabilité. J'imagine qu'elle voulait dire et à l'allergie, mais et donc je lui disais bah oui, c'est lié aux intolérances, c'est lié à la perméabilité intestinale, pardon, pas aux intolérances, excuse-moi. Oui, c'est lié aux sensibilités, à la perméabilité intestinale, mais c'est pas forcément lié aux intolérances. Les intolérances vont très peu souvent avoir un impact sur l'inflammation ou même sur le microbiote, sur la paroi intestinale, et donc pas trop de lien avec la maladie auto-immune. Les allergies, ça peut, c'est pas toujours un élément déclencheur, mais ça peut. Donc je lui ai expliqué ça dans le chat, et elle me dit oui, parce que moi je suis intolérante au lactose, et donc c'est pour ça que j'ai éliminé le lactose, et je souffre d'une spondylarthrite ankylosante. Donc vu qu'on en parlait juste avant, Julie, Tout à fait. Donc, on va répondre à cette voilà. question. C'est très intéressant, effectivement, comme question, puisque c'est un amalgame, c'est ce qu'on disait, qui est souvent fait, effectivement. Et c'est là où c'est intéressant, l'intro qu'on a fait en précisant justement la différence entre l'intolérance et la sensibilité. Effectivement, en ce qui concerne le lactose, on parle d'intolérance. Ce qui va créer de la sensibilité, c'est pas le lactose dans le produit laitier. Ce qui va nous embêter et ce qui va entretenir l'inflammation et la perméabilité intestinale et les maladies auto-immunes, pour faire court, ça va plutôt être la caséine. La caséine qui est la protéine inflammatoire. Et donc, c'est un faux ennemi d'arrêter ou d'acheter du lait sans lactose. À part, Mhm. comme je dis moi souvent aux gens, si vous voulez perdre du poids parce que vous n'avez pas le sucre du lait, donc le lactose étant le sucre, bon, si vous êtes au régime, vous pouvez boire du lait sans lactose. Mais si c'est pour soulager votre digestion, pour votre perméabilité intestinale ou votre maladie auto-immune, ça n'a pas grand intérêt. Vous avez quand même toujours la caséine qui est dedans. Donc en fait, Voilà, c'est la caséine notre ennemi, si je dois dire, dans le produit laitier, plus que le lactose finalement. Et l'hypersensibilité, elle est à la caséine, elle n'est pas au lactose. Voilà. voilà. Donc c'est ça la petite nuance qu'il était effectivement intéressant de préciser. Ouais, bon, très bien expliqué. Super. Alors, on va avancer dans nos petits points clés. Donc, on a parlé du microbiote, de ce déséquilibre au niveau du microbiote qui va affecter donc cet intestin poreux. Qu'est-ce qui affecte l'intestin poreux? Est-ce que on pourrait peut-être parler, bah, c'est lié encore une fois à l'intestin poreux, mais aux facteurs environnementaux. Oui, bah en fait, c'est un peu ce que je viens de préciser, c'est-à-dire que j'en ai déjà un petit peu parlé finalement. Les Oui, facteurs, enfin, ça va être le stress, ça va être tout l'environnement. C'est les points finalement que j'ai déjà cités, l'alimentation, le stress, la pollution, oui. voilà, tout ce que j'ai dit au préalable, le manque de sommeil, enfin tous les piliers en fait qui viennent, qui sont des facteurs externes qui vont avoir un impact sur, en fait, dans l'ordre, on va dire, sur la dysbiose, puis sur la Mhm. perméabilité intestinale, puis qui vont entretenir finalement, ou en tous les cas ne pas nous aider à équilibrer et à mettre en rémission notre maladie auto-immune. Donc voilà, je pense que je l'ai déjà. Après, s'il y a des questions, je Ouais, réponds non, t'as raison. volontiers. Hein, mais je pense que je l'ai déjà un petit peu expliqué. Le leaky gut aussi, la perméabilité Ouais. intestinale, comment ça fonctionne. Peut-être que, Moi, sauf j'aime. s'il y a des questions, vas-y, dis-moi. Alors, j'ai pensé à une question que j'avais reçue par mail, justement. Et donc, on avait parlé des tests. J'ai souvent des questions sur les tests et qui me disent, parce que moi, donc, je suis aussi coach AIP, donc le protocole AIP, protocole auto-immune, qui est un protocole qui a été développé par plusieurs médecins et pérennisé par un médecin en particulier, Dr. Sarah Ballantyne, qui est un protocole 360, mais sur la partie alimentaire, on va éliminer tout un tas d'aliments qui sont en lien, ou en tout cas dans la littérature scientifique, on a trouvé qu'ils étaient en lien et qui pouvaient potentiellement causer cet intestin poreux. Donc on élimine tout un tas de choses. Et quand on parle de l'AIP, il y a souvent des gens qui me disent, oui, mais si je me fais mon test de sensibilité alimentaire, j'ai peut-être pas besoin de suivre l'AIP. Ou alors ça c'est soit l'un, soit l'autre, ou est-ce que je dois faire les deux? Les Donc, gens cherchent toujours à négocier. ouais, Les gens exactement. cherchent à négocier avec leur santé, tu sais. Est-ce que, est-ce que je pourrais pas, moi, un peu zouiller? C'est pareil avec les phone maps, quoi. Est-ce que, mais peut-être que... C'est ça. Et je leur dis, bah, c'est pas moi qui décide. Mais donc, pour éclaircir un petit peu tout ça, on a évidemment, dans le cadre d'une maladie auto-immune, quand on veut calmer le feu, quand on veut réduire l'inflammation, revenir en arrière sur tout ce processus, on veut donner toutes les clés à notre corps pour pouvoir se reconstruire et enclencher ce processus d'auto-guérison. Arrêter de s'attaquer.
Donc pour ça, on va diminuer l'inflammation, on va régler les déséquilibres hormonaux, on va ramener ou régler les déséquilibres de carence nutritionnelle. Donc il y a tout un tas de travail, de différents outils qu'on peut utiliser pour ça. Mais surtout, on va essayer d'éviter de ramener des choses qui vont stimuler le système immunitaire, notamment les sensibilités alimentaires. Donc ça ne veut pas dire que ces sensibilités-là, on les a à vie déjà, elles vont évoluer parce que mieux on va travailler sur notre intestin, au mieux on va guérir la paroi intestinale, le moins on va avoir de sensibilité alimentaire parce que le moins notre système immunitaire est stimulé. Ou alors, il va être stimulé, mais vu qu'il n'est pas en inflammation chronique, il va pouvoir la gérer, cette inflammation. On gère des dizaines de milliers de petits débuts d'inflammation par jour. On est fait pour ça, notre corps est très bien fait. On est fait pour gérer tout ça. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à gérer, c'est là qu'on a des symptômes qui apparaissent et puis tout un tas de déséquilibres par la suite. Donc, quand on veut tester, ou en tout cas, l'idée derrière les tests, c'est pendant un certain temps d'éliminer ces aliments pour éviter de revenir, de lancer des flèches, on va dire, en permanence, et c'est de stopper ces flèches pendant un certain temps. Je le fais de 3 à 6 mois, généralement. Ceci dit, on n'est pas obligé de passer par cette étape-là. Si on fait l'AIP, et si c'était à choisir, moi je ferais toujours l'AIP plus que les sensibilités alimentaires. Mais si on fait l'AIP, on élimine déjà des aliments dont on sait ont un impact, de par leur taux de lectine, qui vont avoir un impact sur les jonctions serrées, donc qui vont affecter encore une fois cette paroi intestinale, créer cette perméabilité. Il y a plusieurs choses qu'on élimine aussi, le café pour d'autres raisons. Les œufs, il y a des agglutamines dans les œufs qui font pareil, qui vont réagir, qui vont être irritantes. Donc on élimine toutes ces choses-là. Donc on calme quand même beaucoup le feu. On peut pas avoir tout de parfait. On ne peut pas, sinon juste on boirait de l'eau pendant 6 mois. Et encore, quelle eau? Ouais, encore. De l'eau filtrée. Voilà, c'est pas le plus simple, l'eau. Voilà. Donc, on peut rien faire de parfait, mais c'est déjà une énorme étape de commencer par l'AIP. On peut rajouter en plus l'élimination des grosses sensibilités si on a le budget pour, mais c'est pas une obligation. Par contre, de uniquement tester les sensibilités, pour moi, c'est pas assez suffisant. Et il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on peut entamer comme régime alimentaire qui soit anti-inflammatoire spécifique pour les maladies auto-immunes. Voilà, si j'ai répondu à la question correctement. Super. Ouais. Donc toi, tu proposes des tests euh, en fonction des cas ou est-ce Oui, que d'office, quand on complètement. te consulte, il y a toujours une base de tests que tu fais pour justement comme point de départ un peu de ton approche? Moi, c'est pas une obligation de faire des tests parce que ça dépend du budget de chacun et ce sont des tests qui sont onéreux, surtout Ouais. le GI map que j'utilise, donc le test de prélèvement de sel. Il coûte cher, il coûte dans les 400, bon, c'est en dollars, mais c'est livré en France, mais bref, c'est sur un site en dollars. Il coûte 400 dollars. Donc c'est dans les 380 euros, c'est très cher. Par contre, c'est Ouais. un test, c'est le meilleur test sur le marché. C'est pas une coproculture classique, c'est un test qui va mesurer les fragments d'ADN. Donc il est très sensible, très spécifique, et puis surtout il est très complet. Donc moi j'adore commencer par ça. Je commence jamais par les sensibilités, parce que ça sert à rien de tester les sensibilités alimentaires si on sait pas à quoi on a affaire dans les intestins. Non, et puis comme on le disait, de toute manière, on est tous en fait hypersensibles ou Voilà, sensibles. Donc hyper à tout un tas de choses. Après, voilà. c'est le dosage et c'est la quantité. Donc on va tous retrouver des choses. Moi, des fois, les gens, ils viennent avec des tests qu'ils ont faits et des quantités, mais hallucinantes de choses auxquelles ils sont sensibles. Et ils me disent, mais Oui, j'ai reçu ça, personne m'a lu mes analyses et m'a expliqué. Qu'est-ce ouais, que je fais avec ça? Je peux plus rien manger. Je dis, bah ouais, évidemment, c'est absolument pas jouable de suivre tout ça. C'est une question de dosage, de quantité, de voilà. Donc ouais. des fois, ça peut aussi perturber un petit peu les choses. C'est pour ça que moi, je le fais aussi souvent en deuxième intention, Oui, d'aller plus loin dans les analyses, parce que ce soit toi avec ton protocole ou moi avec ma méthode, ouais, j'arrive quand même à aider les gens sans faire de tests. Et des fois, quand ça bloque pour des choses plus spécifiques, parce que bah, il y a, comme tu dis, une prolifération bactérienne, un SIBO, une candidose ou des parasites ou des choses comme ça, là, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque et qui c'est voilà. intéressant d'aller creuser et d'aller un peu plus loin dans ces cas-là. Mais c'est vrai que sinon, Ouais, pour la plupart, quand même, en tous les cas, dans mon cas, pour la plupart des gens qui viennent me voir,
on arrive à régler les symptômes et les inconforts digestifs ou les pathologies, ou baisser l'inflammation en mettant en place uniquement en régulant les piliers, en faisant attention à certains aliments, mais Ouais. pas en rentrant dans le détail de tout, quoi. Exactement. Et donc c'est vrai que je dis toujours l'AIP, enfin, ou en tout cas de travailler avec quelqu'un de spécialisé en santé intestinale, rajouter le bloc AIP ou alimentation anti-inflammatoire et d'essayer ça pendant 3 mois. Et de voir ensuite s'il n'y a toujours pas d'amélioration ou il n'y a pas des améliorations souhaitées, bon bah Ah, là on creuse un peu plus. ouais, Après, moi, j'ai beaucoup de gens, ils ont déjà fait tout un tas de choses, ils ont déjà essayé beaucoup de choses, ils sont au bout du rouleau. Ils viennent me voir et me disent, moi, je veux faire les tests. Donc, on enchaîne. voilà. Mais Quand même tu quand veux on fait aller les vite et que tests, tu... ouais, mais même quand je fais les tests, je vais toujours faire les prélèvements de sel. Je ne vais pas toujours faire les sensibilités alimentaires. Parce que Ouais, dans les prélèvements de sel, on va regarder l'IgA sécrétoire. Ça se dit en français? Secretory ouais, IgA. Donc, c'est la réponse immunitaire globale. Donc, il y a plusieurs anticorps, donc IgA, tu as parlé des IgG, IgA, IgM, qui sont en lien avec les sensibilités alimentaires. Donc nous, on regarde l'IgA dans les selles, donc ça montre la réponse immunitaire. Donc s'il y a les IgA qui sont extrêmement élevés, bon, bah là, oui, ça vaut le coup de faire les sensibilités alimentaires parce qu'on se dit, là, il faut vraiment qu'on arrive à calmer le jeu. Il y a quelque chose auquel on réagit énormément. Ça peut souvent être un parasite aussi hein, qui crée ce problème, mais ou une infection bactérienne. Mais on va regarder quand même ça et là, ça vaut le coup. Mais faut avoir de la réflexion derrière plutôt que de juste partir faire le test. c'est ça. Ouais, tout Parce à que fait. ce que tu viens de décrire, j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps, une personne qui revient avec 65 aliments auxquels Ouais, elle réagit. Elle me dit, je ne sais pas comment faire, je commence par quoi? Je dis, tout ce ça, que ça me dit, ça, c'est que il y a une inflammation dans les intestins. c'est C'est tout ce ça. que En ça me fait, dit. et finalement, notre réponse, c'est la même, en fait. C'est-à-dire qu'il faut réparer, et il faut Ouais, réparer cet intestin, et il faut renforcer cette perméabilité, cet intestin poreux. Et finalement, peu importe qu'il y ait 65 ou 300 sensibilités, on va quand même s'attaquer à la même chose. Donc c'est pour ça ouais. que c'est pas forcément indispensable en première intention. Ouais, exactement. Et puis bon, la complexité, c'est que malheureusement, c'est pas toujours la même approche copier-coller pour chaque personne pour réparer, pour calmer. Donc, Mm. ça reste quand même individualisé. Il y a des bases, hein, il y a des choses qu'on peut quand même utiliser. Moi, mes compléments de prédilection, je vais utiliser beaucoup le butyrène, pas butyrène, pardon, c'est la marque ça, l'acide Pirate. butyrique. Ouais. Beaucoup les immunoglobines qui se trouvent pas encore en France, mais j'arrive à les faire importer des États-Unis via un labo au Danemark. Mais donc on peut le trouver en France, mais c'est pas encore commercialisé par des labos français. Mais les immunoglobulines, ça marche extrêmement bien. C'est ce qu'on trouve dans le colostrum, donc on peut trouver un peu Ouais, du d'accord. colostrum en France. Et ça marche super bien pour diminuer les IgA justement sécrétaires ou sécrétoires, je sais pas comment on dit. Sécrétoire, je dirais. Ouais, sécrétoire. Donc il y a des petites choses qu'on peut faire pour tout le monde, mais ça reste individualisé. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. Non, et heureusement pour nous, sinon on s'ennuierait si c'était on devait dire la même chose à tout le Ouais, monde. c'est clair. Mais bon, c'est vrai que les gens aimeraient bien qu'il y ait un truc un peu facile, clé en main, mais bon, on n'a pas tous les mêmes causes, donc on n'a pas tous les mêmes besoins de réponse, quoi, forcément. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Euh, Donc, est-ce qu'on dévoile le secret final? voilà, Cause bah ou vas-y, dévoile symptôme le ou cause? secret final. Fais-nous le topo. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez dans le chat, selon vous, symptôme ou cause alors, cette sensibilité, cette hypersensibilité? Bah, en fait, la réponse, je pense qu'elle dépend un peu du contexte. Elle peut être un peu les deux. Je vais faire un peu ma Suisse, mais je pense que c'est souvent... Enfin, je pense que c'est quand même plutôt un symptôme qu'une cause, mais une cause qu'un symptôme. Mais en fait, comme vous l'avez compris, comme c'est un cercle vicieux, c'est à la fois une cause et un symptôme. C'est-à-dire qu'en fait, tout s'entretient. Donc, qui de l'œuf ou de la poule, bah, on ne sait pas toujours. Parfois, on arrive à trouver, mais on ne sait pas toujours. Donc, c'est à la fois le signe d'un déséquilibre sous-jacent au niveau digestif, au niveau immunitaire, mais ça peut aussi venir contribuer à aggraver les symptômes et les déséquilibres existants. Donc finalement, symptômes et causes, j'ai envie de Ouais. dire. Dis-moi si tu es d'accord avec ça. Oui, plus du côté cause, mais oui, tout à fait. Ouais, Et d'ailleurs, ça se rejoint aussi dans, donc, on communique beaucoup sur les dénominateurs communs avec BEAI, donc les dénominateurs communs des maladies auto-immunes, dont un, c'est l'intestin poreux. Donc chez toutes les personnes qui ont une maladie auto-immune, il y a plus de
presque 140 maladies auto-immunes recensées maintenant. Donc, on a trouvé, en tout cas, on les a pas toutes testées, mais celles qu'on a testées, on a trouvé qu'il y avait un intestin poreux. Donc, Mm. mais en amont d'une maladie auto-immune, on a toujours trouvé qu'il y avait un intestin poreux. Mais par contre, il y en a aussi qui est entretenu pendant. Donc ça, je trouve que ça se rejoint vachement aux sensibilités alimentaires qui, elles, peuvent contribuer à cet intestin poreux aussi. C'est qu'il y a des sensibilités et il y a plein d'autres choses, des facteurs environnementaux, plein d'autres choses qui vont contribuer à cet intestin poreux. Une fois qu'il est installé, eh ben, c'est là que l'inflammation commence. Et après qu'il y a des dérèglements, des carences, parce que les carences alimentaires font aussi partie des dénominateurs communs des maladies Mm. auto-immunes. Donc à ça, on rajoute, et puis après se développe la maladie auto-immune et les symptômes. Et malheureusement, ça s'entretient. Et donc, chez toute personne qui a une maladie auto-immune active, on a trouvé cet intestin poreux. Une fois en Ouais. rémission, c'est différent. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand même de préciser que du coup, l'objectif, même si c'est un cercle vicieux, c'est pas forcément tout de suite d'aller se focaliser sur ces sensibilités et de supprimer, comme on disait, tous les aliments, mais toujours de traiter les causes sous-jacentes qui peuvent aider à rétablir une tolérance et à diminuer l'inflammation globale. C'est peut-être ça, même si on répond pas vraiment en disant c'est absolument un symptôme, c'est absolument une cause. En tous les cas, ce qui est important, c'est de dire que oui, il y a un lien entre les sensibilités et les maladies auto-immunes et ça passe par la perméabilité intestinale, mais ça ne suffira pas de faire la liste de toutes vos sensibilités alimentaires, d'arrêter tout ce que vous consommez qui est dans cette liste pour régler tous vos problèmes. On l'a dit, mais je trouve que c'est important de le répéter, même si on ne sait pas qui de l'œuf ou de la poule arrive en premier. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que c'est pas uniquement en supprimant des aliments que vous allez régler votre maladie auto-immune. Voilà, il faut absolument traiter les causes sous-jacentes, traiter la dysbiose, la perméabilité intestinale, les causes de la dysbiose, de la perméabilité, etc., pour réussir à diminuer l'inflammation globale. Et la chose aussi positive que j'aimerais préciser, parce que je le répète souvent et que c'est quand même assez sympa à entendre, c'est qu'on peut regagner en tolérance. Oui. Moi, il y a tout un tas de choses que je ne pouvais plus consommer sans avoir le ventre qui réagissait immédiatement et que je peux, à force de travailler sur mon intestin et de réparer ma muqueuse, maintenant, il y a des choses qui passent de nouveau bien, alors que je ne peux pas manger en excès tous les jours non plus, Ouais. mais que je peux manger, encore une fois, c'est la quantité qui fait le poison, hein, Mhm. mais que je peux manger de temps en temps sans avoir aucun déséquilibre. Donc, réjouissez-vous parce qu'il y a une issue sympa. On peut travailler sur ça et on peut du coup regagner en tolérance. Donc c'est pas Complètement. définitif ces sensibilités ou ces intolérances Exactement. alimentaires. Oui, parce que le but, c'est les éliminer, mais de travailler sur les causes sous-jacentes et travailler sur la santé intestinale. Parce que si on ne le fait pas, on va les Voilà. éliminer, on va essayer de les réintroduire, on aura toujours le même problème. Exactement. Donc c'est pour ça, et puis on les élimine seulement pendant, ça dépend du niveau de tolérance ou enfin du niveau de sensibilité, mais 3 mois ou 6 mois, et puis après on les réintroduit. Et oui, et Et une fois que c'est réparé, bah forcément on réagit plus pareil. Donc même si voilà. c'est les mêmes aliments, comme on a réparé la paroi intestinale, et ben tout d'un coup on se rend compte qu'il y a plein de choses qui redeviennent tolérables. Ouais, exactement. Et c'est exactement le même principe pour le protocole auto-immune aussi. D'ailleurs, je vous mets ici un lien, vous pouvez scanner ce QR code. Je vous mets un lien vers un e-book gratuit qu'on a sur le site de bien-être auto-immune avec les aliments à inclure et à éviter. Et si vous avez déjà fait des tests de sensibilité alimentaire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs entre les aliments auxquels vous êtes sensible et les aliments qu'on élimine ou qu'on évite pendant un certain temps sur le protocole AIP. Et donc en espérant que ça puisse vous aider aussi, vous pouvez l'imprimer et le garder sur votre Ouais, c'est frigo. super. C'est super. Moi je l'ai téléchargé et c'est vrai que c'est Ah, trop super de bien. l'avoir en fait à portée de main. Ouais, Je vous ouais. conseille Ouais, vivement. c'est un Télécharger. bon Ouais. outil. Bon, bah, on arrive à la fin de notre webinaire. On a couvert beaucoup de choses. Julie, merci beaucoup pour Avec grand plaisir. ta contribution et t'as très très bien expliqué. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Si jamais quelqu'un a d'autres questions, Incroyable, hein. vous pouvez toujours nous contacter sur contact@bien-être-auto-immune.com et moi, je peux relayer ça à Julie ou si moi j'arrive à répondre, je peux aussi y répondre. Mais voilà, n'hésitez pas à suivre Julie sur Instagram, à nous suivre aussi et puis surtout à être tenu au courant des prochains webinaires et événements que nous allons faire. Voilà. Super. Merci encore, Laurane, pour ton invitation. J'étais ravie de
faire partie de cette belle aventure de bien-être auto-immune. Ah, On se merci à toi. recroisera très probablement. Ah, avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, bonne soirée. Merci à tout le monde d'avoir été présent ou bye bye à ceux qui nous écouteront en replay. Au revoir à tous.